Tac. Hop. Coucou. On poursuit la lecture du livre Le premier jour du reste de ma vie. Virginie Grimaldi. Coucou Patrice. Alors, 5e live sur ce livre, on en est à la moitié à peu près. Allez, en attendant que ça arrive, comme d'habitude, je vais lire la 4e de couverture. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Décoration de l'appartement, gâteau, invités, tout, y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre 2 femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois déjantées, elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les 3 vont être transformées par cet étonnant voyage. Salut Tessia. Hop. Alors j'en étais au chapitre 33. C'est parti. Marie serait presque inquiète. Ce matin, aucun éclat de voix ne vient troubler son petit déjeuner. Le regard rivé sur les dauphins qui jouent avec l'écume, elle se repasse mentalement la conversation avec Muriel. La patronne d'Anne était à la limite de l'hystérie. Elle a eu un coup de cœur pour le tricot de la photo. Elle en est persuadée. C'est totalement dans l'air du temps, et la qualité a l'air excellente. Il manque juste une petite originalité, une marque de fabrique pour que les pièces s'arrachent. Elle lui a demandé de lui envoyer un colis avec plusieurs modèles et de réfléchir à une idée pour les personnaliser. Si elles se mettent d'accord, Marie pourra avoir sa vitrine VIP avec une mise en avant sur les réseaux sociaux, les newsletters et les catalogues. En contrepartie, elle reversera un pourcentage de ses ventes à la boutique. Donc, pour vous remettre dans le contexte, Marie, qui fait la croisière, aime bien tricoter et ses tricots ont du succès. Comment je peux améliorer ma capacité d'écoute? Bonne question. Tends l'oreille. Qu'est-ce que tu veux dire par capacité d'écoute? Marie a calculé. Elle tricote vite. La matière première n'est pas très chère. Elle connaît à peu près les tarifs des tricots. Il est possible d'en tirer un vrai revenu. Vivre de sa passion, c'est un rêve qu'elle ne s'autorise pas encore. D'abord, il faut qu'elle trouve une originalité, et pour ça, elle est bien moins douée. Elle y réfléchit encore en rejoignant Anne et Camille pour déjeuner au snack. Dans la file d'attente, Camille lève les yeux au ciel. Putain, il est encore là. Qui? Demande Marie. Milou, j'en peux plus, il faut que je sache ce qu'il me veut. Milou est le surnom qu'elle a donné au grand blond qui la suit partout, comme si elle était son Tintin. Où qu'elle aille, sur le paquebot ou en excursion, il n'est jamais loin. Au départ, elle a mis ça sur le compte du hasard, mais il détourne le regard chaque fois qu'elle se tourne dans sa direction. Il ne pourrait pas être moins discret. Là, il se trouve quelques mètres plus loin, en train de scruter le règlement intérieur accroché au mur. Marie et Anne ont bien une petite idée pour expliquer son comportement. La beauté de Camille peut provoquer de graves désordres psychologiques, mais il faudrait en avoir le cœur net. Vu qu'il fait tout comme moi, je vais aller me faire épiler le maillot. On va se marrer, dit Camille. J'en ai bien besoin en plus. Je commence à avoir le persil qui dépasse du cabas. Le piège est tendu 1 heure plus tard. Les 3 femmes se baladent nonchalamment sur le pont E. Milou les suit à bonne distance. Après une courbe, elles s'engouffrent dans un renfoncement et attendent qu'il passe devant elles. Alors Camille lui saute dessus, le tire par le bras et le plaque contre le mur. Il est tétanisé. Qu'est-ce que tu me veux? Doucement, intervient Marie. Ce n'est pas un assassin. Pardon, bafoue-t-il, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Camille le relâche et recule d'un pas. Tu me suis partout depuis des semaines. Qu'est-ce que tu me veux, putain?
Le menton du grand blond se met à trembler. Anne pose la main sur le bras de Camille. Tu lui fais peur, le pauvre. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal. D'accord, répond-elle d'une voix adoucie. Mais je voudrais savoir pourquoi il me suit. Peut-être parce qu'il te trouve jolie, dit Marie. Oui, c'est ça, murmure le jeune homme en baissant les yeux. Je vous trouve belle. J'aime bien vous regarder. Camille se détend. D'accord, c'est très mignon. Mais tu peux pas continuer à me suivre partout comme ça. J'en peux plus. J'ai l'impression d'être espionné en permanence, tu comprends? Oui, je ne vous suivrai plus, je vous jure. Je ne voulais pas vous embêter. Tu as quel âge? Demande Anne. J'ai 20 ans. Tu devrais essayer de trouver une jeune fille de ton âge. Il y en a quelques-unes sur la croisière, poursuit-elle. Tiens, la petite blonde en face de ta cabine. Marie, elle a son âge à peu près. Angélique? Répond Marie. Ils se connaissent déjà, ils ont nagé avec les dauphins ensemble. Mais je vous rappelle que les couples sont interdits sur cette croisière. On sait ce que ça donne. Camille hausse les épaules. Ouais, bon, si ça peut me libérer, je veux bien jouer les Cupidons. Je peux y aller? Demande Milou. Les trois femmes s'écartent pour le laisser partir. Il renifle, remet son polo en place et s'éloigne sur le pont. Une fois hors de portée des regards, il attrape son téléphone dans sa poche, lance un appel et sourit en le portant à son oreille. Ouais, c'est moi, tu vas jamais croire ce qu'elle m'a fait. Fin du chapitre. Chapitre 34. Il n'y aura pas d'excursion à Pago Pago. La grippe s'est invitée à bord du paquebot. Anne et Camille ont trouvé la force de se traîner dans la cabine de Marie pour partager microbes et médicaments. Allongées sur le lit, enfouies sous la couette jusqu'au menton, un stock de Kleenex à portée de main, elles fixent la télé de leurs yeux larmoyants. Quelques minutes plus tôt, Marie a sorti de la table de chevet sa boîte à guimauve et Love Actually a été élu meilleur compagnon de chambre à l'unanimité. Je n'aime pas être malade, dit Anne en reniflant. Camille rit. Ah bon, moi j'adore ça, c'est ma passion dans la vie. Non, mais je n'aime vraiment pas ça, insiste Anne. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours été hypocondriaque. L'infirmière du collège la recevait régulièrement et passait des heures à tenter de la rassurer. Non, elle ne pouvait pas s'éteindre comme un appareil ménager trop usé. Oui, c'est normal qu'elle sente son cœur battre sous ses doigts en appuyant sur ses tempes. Ça ne s'est pas arrangé en vieillissant. Au contraire, chaque jour la rapproche de celui où elle apprendra que sa vie va prendre fin. Chaque minute, l'usure attaque un peu plus son corps. Elle l'écoute avec attention et relève la moindre anomalie. Elle a déjà subi une dizaine de ruptures d'anévrisme, quelques crises cardiaques, 3 scléroses en plaques, d'innombrables cancers et des tas de dernières heures. Son sac à main est une trousse à pharmacie et le numéro de son médecin est le premier dans la liste des favoris. Salut Anna Karine. Lorsque le docteur de la croisière a diagnostiqué une grippe, comme à de nombreux passagers, elle aurait dû être rassurée. Ce n'était rien de grave. Au lieu de ça, elle a imaginé les gros titres. Erreur de diagnostic. La passagère de la croisière décède dans d'atroces souffrances. Elle tire un nouveau Kleenex de la boîte et se mouche. Vous avez quoi exactement comme symptômes? Froid, chaud, mal partout, la gorge en feu et le nez pris, répond Marie. Ah oui, c'est pareil alors. Bon, je suppose que c'est bien une grippe. Mais oui, c'est une grippe. Ne t'inquiète pas, tu vas vivre encore un peu. Quand elle était petite, Marie aimait être malade. Elle manquait l'école et ses parents étant au travail, sa grand-mère venait la garder. Elle chérissait ces moments. Allongée sur le canapé, recouverte d'une couette, elle pouvait regarder des dessins animés toute la journée. Sa grand-mère lui gratouillait la tête avec ses ongles longs, et lui préparait à la demande son inimitable chocolat chaud, des crêpes, des gâteaux. Elle lui racontait des histoires de royaumes lointains et de princesses, et lorsque les yeux de la petite Marie se fermaient, elle sortait ses aiguilles et ses pelotes et accompagnait ses siestes de cliquetis réconfortants. Et puis mamie est morte, l'enfance aussi, et être malade s'est transformé en calvaire. Gastro-entérite, grossesse pathologique, grippe, pneumonie. Rien ne devait empêcher Rodolphe d'avoir son dîner à l'heure. En revanche, lui, quand il avait un rhume, il comptait sur sa femme pour lui faire la toilette, même intime. D'un coup, le sexe fort prenait une autre signification. Camille tousse. On pourrait quand même essayer de visiter un peu. Ça a l'air super beau, c'est dommage de louper ça.
La maladie, Camille la connaît bien et elle ne compte pas se laisser amoindrir. Elle ne fait pas le poids, mais elle ne se rendra pas sans lutter. La maladie lui a pris sa mère. Elle s'est logée dans son sein, qu'il avait autrefois nourri avec amour, a répandu son venin, lui a fait croire qu'elle pouvait combattre, qu'elle l'avait vaincue, s'est faite discrète quelque temps, puis est revenue plus forte pour asséner le coup de grâce. Camille lui tenait encore la main quand elle est devenue froide. La maladie et elle, c'est devenu personnel. Elle ne fait aucune confiance aux médecins qui pensent la maîtriser. La maladie dit où, la maladie dit qui, la maladie dit quand, la maladie dit comment. Si elle a accepté de prendre le traitement donné par le médecin de la croisière, c'est uniquement pour se rétablir plus vite et reprendre sa chasse. Ce serait le meilleur moyen de ne plus penser à tout ça. Au fait, demande Anne, t'as réfléchi à une idée originale pour les tricots? Oui, mais rien ne vient. J'ai pensé à des mots décalés à broder dessus, mais il y en a déjà beaucoup qui le font. Vous n'auriez pas une idée, vous? Camille s'assoit. Et des visuels. Genre on propose une liste de motifs aux clients et ils choisissent ce qu'ils veulent sur leur tricot. Ah oui, des tricots personnalisés à la demande. Ça peut être pas mal, répond Marie. Mais quel genre de visuel? Oh, ça c'est pas compliqué. On peut faire plein de trucs, des animaux, des fleurs, des motifs actuels. Tu te sens capable de reproduire des visuels avec de la laine? Marie se redresse à son tour. Bien sûr. Camille se lève, titube jusqu'au bureau, attrape le carnet et le stylo et revient sous la couette. Puis elle se met à griffonner. Sous la mine apparaissent un chat, un cœur, un hibou, une moustache, des chevrons, des flocons, tous avec ce style graphique et enfantin qui lui est propre. Bon, là c'est vite fait, mais on peut faire des trucs comme ça, t'en penses quoi? Je suis fan, s'écrie Marie. J'aurais dû y penser. C'était tellement évident que tes dessins seraient parfaits. Je vois bien un bonnet avec la moustache, ou un pull avec le hibou. T'es génial, Camille. Anne les observe en souriant. Je valide. Je crois même que je serai la première cliente. Je commanderai une veste avec des ailes dans le dos. Ça m'ira bien, pas vrai? Bon, c'est le chapitre où il parle tricot. Salut Payne. Salut Mouloud the Good. Il ne reste plus qu'à convaincre Muriel. Les trois femmes passent encore quelque temps à imaginer les tricots que Marie pourrait lui envoyer pour test. Puis Anne et Camille regagnent leurs cabines respectives en geignant. Le sommeil ne vient pas. Marie tourne et vire dans le lit, repousse la couette, la remonte, tousse, masse ses tempes, se mouche, essaie de faire le vide dans son esprit. En vain, trop de pensées l'encombrent. Il est plus de minuit lorsqu'elle se lève et ouvre la baie vitrée. Sur le balcon, l'air et le clapotis l'apaisent instantanément. La pleine lune et les étoiles se reflètent dans l'océan. On croirait qu'une ville sous-marine a allumé ses lumières. Marie s'accoude à la rambarde pour admirer ce spectacle. Elle n'entend pas les pas qui se rapprochent de sa cabine. Elle ne voit pas l'enveloppe que quelqu'un glisse sous la porte. Fin du chapitre. Chapitre 35. Il est près de midi quand Marie émerge d'un sommeil agité. C'est la première fois depuis son adolescence qu'elle se réveille aussi tard. Toute la nuit, la fièvre a fait transpirer des milliers d'idées dans son esprit. Le projet des tricots personnalisés l'excite. Elle a des tas d'idées qu'elle a hâte de voir prendre forme. Entre deux quintes de tout, elle a élaboré la liste des pièces qu'elle enverra à Muriel pour faire un test. Un bonnet à oreilles avec une tête de chat, une écharpe à moustache, une housse de coussin avec une licorne, un pull avec un hibou, des gants à chevrons et une robe enfant avec une étoile filante. Avec la grippe, elle va garder la cabine encore quelques jours. Ça lui permettra d'avancer rapidement et de les envoyer à la prochaine escale. Mais ce qui l'a gardée éveillée une partie de la nuit, c'est le manque de ses filles. Elle pensait que ce serait plus facile. Elles sont grandes, elles ne vivent plus avec elle, elles l'ont soutenue, voire encouragée à partir, et lui ont interdit de les appeler. On ne veut pas t'entendre pendant 3 mois, Mamounette. Tu profites. Elle désobéit à peine. Régulièrement, elle envoie une carte postale avec quelques nouvelles à leur appartement respectif. C'est son cordon à elle. Elle se retient de les appeler chaque soir, se passe de leurs câlins et de leur odeur. Alors, il ne faut pas trop lui en demander. Plus d'un mois qu'elle ne les a pas vus, ça n'était jamais arrivé. Elle se demande si elles vont bien, comment elles gèrent la séparation, si ça se passe bien avec Rodolphe, si Lily a eu son code, si Justine s'est remise de sa dernière peine de cœur, si elle ne leur manque pas trop.
Depuis son départ, elle a réussi à ne pas culpabiliser exagérément. Mais aujourd'hui, affaiblie par la maladie, elle se demande ce qui a pu lui passer par la tête pour partir si loin de ses bébés. Elle s'étire longuement en essayant de chasser toutes ses pensées. Un bon chocolat chaud sur le balcon devrait lui redonner des forces. C'est en posant les pieds par terre qu'elle voit l'enveloppe. Elle la ramasse et n'attend pas pour l'ouvrir. À l'intérieur, sur une feuille blanche pliée, des mots bleus s'enchaînent. Un jeu brutal au pluriel. Des jeux brutaux. Non, brutal et brut, ce n'a pas le même sens. Ce n'est pas le même mot. Un jeu de brut. Un jeu de brut. Un jeu brutal. Des jeux brutaux. Alors, elle lit la lettre qu'elle a reçue dans sa cabine. Marie, en écoutant cette chanson, j'ai pensé à toi. Je suppose que c'est l'une de tes préférées. J'espère que tu vas mieux. Ça, c'est une chanson. C'est pas une chanson de Jean-Jacques Goldman, ça? Alors, je vous lis la chanson. Pas l'indifférence. J'accepterai la douleur, d'accord aussi pour la peur. Je connais les conséquences et tant pis pour les pleurs. J'accepte quoi qu'il en coûte, tout le pire du meilleur. Je prends les larmes et les doutes et risque tous les malheurs. Tout mais pas l'indifférence, tout mais pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Et j'apprendrai les souffrances, et j'apprendrai les brûlures. Pour le miel d'une présence, le souffle d'un murmure. J'apprendrai le froid des phrases, j'apprendrai le chaud des mots. Je jure de n'être plus sage, je promets d'être sot. Tout mais pas l'indifférence, tout mais pas ce temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Je donnerais 10 années pour un regard, des châteaux, des palais, pour un quai de gare, un morceau d'aventure contre tous les conforts, des tas de certitudes pour désirer encore. Échangerais années mortes pour un peu de vie, chercherais clé de porte pour toute folie. Je prends tous les tickets pour tous les voyages, aller n'importe où mais changer de paysage. Échanger ces heures absentes et tout repeindre en couleur, toutes ces âmes qui mentent et qui sourient comme on pleure. C'est signé Loïc. Marie lit ces paroles qu'elle connaît par cœur. C'est en effet l'une de ses chansons préférées. Pendant des années, elle s'est dit qu'elle aurait pu écrire chaque parole, comme si Jean-Jacques Goldman avait observé son quotidien, prélevé ses émotions, décortiqué ses pensées pour en faire une chanson. Ce Loïc l'intrigue. Il est distant la plupart du temps, et là, en quelques mots, il lui montre qu'il l'a comprise. L'autre soir, au restaurant, elle lui a raconté sa vie dans les grandes lignes, et lui, il a lu entre. Elle lui a relaté les faits, il en a déduit des sentiments. Et depuis, il lui a à peine adressé la parole. À quoi joue-t-il? Quel est l'intérêt de ce mot? Il souffle le chaud et le froid. Ça commence à devenir déboussolant. Jusqu'ici, seuls ses parents et ses filles s'intéressaient à ce qu'elle pouvait ressentir. Elle n'a pas l'habitude que des étrangers lui accordent de l'attention, et c'est plutôt agréable. Mais quand ces mêmes personnes se transforment en murs, la minute d'après, ça l'est nettement moins. Soit ce type est schizophrène, soit il joue avec elle. Dans les deux cas, il ne lui fera pas perdre de temps. C'est décidé, elle ne répondra pas à son message. Mais le relire ne peut pas lui faire de mal. Alors elle avale ses médicaments et retourne sous la couette avec la feuille entre les mains et un sourire sur les lèvres. Elle pense à lui. Carnassier. Carnassier qui se nourrit de viande. Et carnivore, c'est un régime alimentaire principalement fondé sur la viande. Carnassier, tu ne manges que ça apparemment. Carnivore, tu ne manges pas que ça. Je pense que c'est ça la différence. Je vais avoir du mal à m'en remettre de celle-là. De quoi tu parles? De la chanson? Chapitre 36.
Ça bouge beaucoup quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit très sécurisé. Assise dans la pirogue, Anne ne parvient pas à se détendre. Camille se marre. T'inquiète, j'ai pris des bonbons. Si on se renverse, je détournerai les crocodiles. Ça ne me fait pas rire du tout. Camille, arrête de te moquer, intervient Marie. Tu sais bien que les crocodiles ne mangent pas de bonbons. Moi j'ai pris ma carte bancaire, je suis sûr qu'ils sont corruptibles. C'est ça, moquez-vous. Si on tombe, vous ferez moins les malines. Autour d'elle, la forêt tropicale fait une haie d'honneur à la rivière Navua. À l'arrière, un autochtone en habit végétal guide la pirogue. Les trois femmes étaient encore un peu malades lors de leur arrivée à Suva, mais elles ne voulaient pas manquer cette excursion sous aucun prétexte. Elles s'en félicitent. De temps à autre, des falaises prennent le relais, des arbres laissent jaillir une cascade et des oiseaux colorés. Le dépaysement est total. Ok, donc tout d'un coup, ils sont en pirogue dans la jungle. C'est bien écrit. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, merci. J'adore tes yeux. Merci Pauline. L'arrivée au village fidjien se fait au son des chants traditionnels. L'accueil est chaleureux et organisé. Les habitants, vêtus de pagnes mixés à des vêtements plus modernes, sont habitués à recevoir des touristes et le font de bonne grâce. Les passagers suivent le guide pour une visite du village avant de s'installer parmi les villageois autour d'un buffet de fruits juteux. Jusqu'ici, les excursions se limitaient à la visite de lieux. Là, ils découvrent un peuple, une culture. Ils échangent grâce à un traducteur américain, s'observent, se touchent même. Les heures filent sans que personne s'en rende compte. Les enfants sont particulièrement attachants. Un garçon, âgé de 2 ou 3 ans, se blottit dans les bras de Marie et s'y endort. Une fillette de 10 ans est subjuguée par les bracelets de Camille. À la fin de la journée, les enfants du village leur offrent une danse traditionnelle en guise d'adieu. Voir ces petits bouts d'hommes se donner du mal pour s'inscrire dans les souvenirs de leurs visiteurs a quelque chose d'émouvant. L'un d'entre eux attrape Anne par la main pour l'inviter à danser. Elle résiste, puis, au bout de quelques secondes, essaie de les imiter, provoquant l'hilarité des villageois. En partant, Camille offre un bracelet à la fillette qui fond en larmes. Salut Cédric, toujours en rendez-vous. Dans la pirogue, au retour, les trois femmes gardent le silence. Quand elle était petite, Anne disait qu'elle voulait 5 enfants. Ça faisait rire les grands, mais elle était très sérieuse. Une famille nombreuse, à l'inverse de la sienne, voilà ce qu'elle voulait. Des frères et sœurs qui se prêtent leurs jouets, se tirent les cheveux, partagent des secrets et des souvenirs, font des spectacles de danse pour leurs parents, s'endorment blottis les uns contre les autres devant la télé, se volent des bonbons. Elle avait choisi leurs prénoms et imaginé leurs visages. Et puis elle a rencontré Dominique, et elle a oublié les goûters, les doudous, les sucettes. Il lui suffisait. Leur famille était une table de deux. Elle n'a jamais regretté. Son amour des enfants, elle le comble avec ceux de ses collègues. Tata Anne les gâte à chaque Noël et chaque anniversaire. Ils lui rendent bien. Son frigo est recouvert de dessins. Merci beaucoup, prof, que Dieu te protège, qu'il te comble de bénédictions. Merci, Karaya. Végétarien, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande, ni poisson, qui ne mange pas les animaux. Camille ne veut pas d'enfant. Ces petits machins qui braillent, chient et foutent en l'air la grasse mat du dimanche. Très peu pour elle. Ceux des autres à l'extrême limite, elle peut les tolérer quelques minutes. Mais en avoir un à soi, pour toute la vie en plus, non merci. Elle a du mal à garder une plante vivante, alors un bébé. Ou bien il faudrait qu'elle puisse accoucher d'un enfant déjà grand, qu'il sache se faire à manger, s'habiller tout seul et débarrasser le lave-vaisselle. Et puis il faudrait qu'elle arrête de boire, de fumer, et surtout de dire des gros mots. Elle n'est pas prête pour de tels sacrifices. Elle commence juste à jouer à la poupée. Elle ne compte pas partager, elle a tout le temps pour ça. Heureusement, il n'y a pas de papa en vue. Marie est tombée enceinte sans l'avoir prévu. Avoir des enfants, ça faisait partie de ses plans, mais pas dans l'immédiat. Elle n'était pas prête, jusqu'à ce qu'elle les sente bouger sous sa peau. Les jumelles se tenaient la main dès la naissance. Marie a tout de suite senti cet amour dont parlent les mamans.
Celui qui fait presque mal tellement il est fort. Ça ne lui est jamais passé. Lorsqu'un autre bébé a tracé 2 barres roses sur un test, elle a immédiatement aimé. Elle a décoré sa chambre, acheté des tas de petits bodys, les a lavés avec de la lessive hypoallergénique, a colorié son prénom sur la porte de sa chambre et imaginé leur rencontre. Il s'appelait Jules. Il avait la bouche et le nez de son père. Il était beau, mais il est mort au moment de vivre. Une part d'elle est partie avec lui. Rodolphe a dit qu'il fallait tourner la page. C'était pas comme s'il avait vraiment existé. Elle a obéi, en apparence. Pas un seul jour ne passe sans qu'elle pense à son fils qui serait adolescent aujourd'hui. C'est triste ça. Salut Esther. Le retour dans le paquebot, plein de lumière et de dorure, a quelque chose de décalé après cette parenthèse hors du temps. Alors que les 3 femmes se dirigent vers l'ascenseur, Arnold vient à leur rencontre en fixant Marie. Bonsoir Madame Deschamps, voici encore un courrier pour vous. Marie saisit l'enveloppe qu'il lui tend. L'écriture hachée de Rodolphe s'étale sur le papier blanc sous un timbre collé de travers. Ça va aller, demande Anne. Oui, je lirai ça plus tard. Elle range la lettre dans son sac avec la désagréable impression que son contenu ne va pas lui plaire. Ok, donc Marie vient de recevoir une lettre de son ex-mari. Salut Marie-Céline. N'oubliez pas d'aller voter. Si j'y pense. Si j'ai pas la tête à l'envers comme ton smiley. Salut Ahmed. Chapitre 37. Cette fois, Marie ne réfléchit pas. À peine la porte de sa cabine fermée, elle déchire l'enveloppe. Il ne faut pas perdre de temps. Les mots de Rodolphe, c'est comme l'épilation, ça fait moins mal quand on arrache très vite. Voici la lettre de Rodolphe. Son ex-mari. Qui n'a pas l'impression d'avoir été quitté. Ma chérie, depuis ton départ, je suis inconsolable. Je tourne en rond, je me demande comment j'en suis arrivé là. Je pleure. J'ai perdu 5 kilos. Je n'arrive plus à manger. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je fais peur à tout le monde. Je n'ai pas mérité ça. Je t'ai toujours bien traité. Je me rends compte que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas vivre sans toi. Il faut que tu reviennes. Je suis ton mari, le père de tes filles. Je ne supporte plus le silence dans la maison. Tu dois me laisser une chance. J'attends ton retour avec impatience. Ton Rodolphe. Ouais. Il n'a pas été un bon mari et là il essaye de se rattraper. À la première lecture, Marie est en état de choc. Le Rodolphe qu'elle connaît ne peut pas avoir écrit ces mots. Ou alors il était sous la menace d'une arme ou l'emprise d'une drogue, voire les deux en même temps. Il lui faut au moins ça pour mettre sa fierté sous son bras et réclamer le retour de sa femme. À la deuxième lecture, elle sent la culpabilité l'envahir. Il a l'air terriblement malheureux. Elle ne pensait pas lui faire tant de peine. Ce n'était pas son but, elle n'a jamais souhaité ça. Elle voulait se sauver elle, pas le couler lui. Elle aurait peut-être dû être plus patiente, essayer de discuter davantage. À la troisième lecture, le voile tombe. C'est bien Rodolphe qui a écrit cette lettre. Il ne parle que de lui. Il est inconsolable. Il a besoin d'elle. Il n'a pas mérité ça. Pas une pensée pour elle, juste lui qui réalise que son jouet ne fonctionne plus et qu'il ne va pas pouvoir le réparer. En le quittant, elle était persuadée qu'il serait soulagé. Il n'aurait pas à le faire lui-même, et plus à supporter cette vie qui ne lui convenait plus. Visiblement, elle ne lui déplaisait pas tant que ça. Marie froisse la lettre, la jette à la poubelle, et ouvre la baie vitrée. L'air marin apaisera sans doute sa pensée. Coucou Nathalie. En quelques inspirations, l'iode fait effet. C'est devenu sa drogue. L'idée de vivre près de l'océan chemine dans son esprit. Elle n'a plus aucune obligation de rester en banlieue parisienne. Elle visualise sa future maison, en bordure de falaise, avec vue sur le coucher de soleil, depuis son canapé maçon, et un jardin avec un mimosa, lorsque des voix lui parviennent du balcon voisin. L'Italienne est en pleine discussion avec un homme, et cet homme, c'est Loïc. Il fait presque nuit, et il est dans la cabine d'une femme.
Ce n'est certainement pas pour faire de la pâte à modeler. Il cache bien son jeu, le Breton. Bravo, le numéro du veuf éploré pour attendrir les femmes, c'est bien trouvé. Quelle chanson il lui a glissé sous la porte, à elle? Lasciatemi cantare? Ti amo? Si elle n'était pas si déçue, elle pourrait en rire, mais ça fait beaucoup pour la journée. Elle retourne dans la cabine, ferme la baie vitrée, tire les rideaux, s'allonge sur le lit, enfonce Jean-Jacques Goldman dans ses oreilles et se met à pleurer. Ok. Donc dans ce chapitre, Marie a reçu une lettre de son ancien mari qui veut qu'elle revienne. Et l'homme qui lui plaît sur le paquebot est dans la chambre de la voisine. Salut Slim. Cognosti et cognostatécéité existent-ils ces deux mots? Je ne connais pas du tout ces deux mots. Choisis une couleur. Bleu. Chapitre 38. On voit pas quoi. Le paquebot se trouve aux antipodes de la France. 24 000 kilomètres séparent les passagers de leur foyer. Ce soir, après une journée de navigation, les trois femmes se sont retrouvées sur le balcon de Marie pour fêter cet événement. Elles entament la deuxième bouteille de champagne lorsque le téléphone de Camille sonne. Elle regarde l'écran, vide sa coupe d'un trait et s'éloigne dans la cabine. Les deux autres tendent l'oreille. Ok, non, pas grave, tant pis, merci quand même. Oui, ça va, c'est pas ta faute. Ok, je comprends, tu lui diras quand même que c'est un con. Ouais, non, au revoir. Ça, c'est la conversation qu'elle entend au téléphone. C'était Julien, dit-elle en les rejoignant. Marie lui tend sa coupe pleine. Ça va aller? Je suis virée, je m'en doutais. J'ai merdé et mon boss en a profité. J'aurais fait la même chose à sa place. Tu vas faire quoi maintenant? Demande Anne. Me taper un néo-zélandais? Quelle question? Anne glousse. Non mais sérieusement, reprend Marie, t'as un plan B? Je sais pas, je vais peut-être me réorienter dans le dessin. Mais d'abord, je vais me taper un néo-zélandais. Marie prend la cigarette de Camille et tire longuement dessus. T'as raison, dit-elle. J'ai lu quelque part qu'ils avaient de très grosses bites. Ou alors c'était les Néo-Calédoniens, je sais plus. Anne et Camille sont stoppées dans leur élan et fixent Marie de leurs yeux écarquillés. Quoi? Faites pas vos mijaurées, petite dévergondée. Les trois femmes partent dans un fou rire de plusieurs minutes. Anne se tient les côtes, Marie essuie ses larmes, Camille renifle bruyamment. Bon, reprend Marie en se levant, j'ai une idée. Vu qu'on est à l'autre bout du monde, on va faire un truc pour marquer le coup. Elle se lève, attrape un carnet et un stylo sur le bureau et retourne s'asseoir dehors. On va faire chacune la liste de ce qu'on a laissé en France et qui ne nous manque pas. Après, on la brûle. Comme ça, quand on rentre, ça n'existera plus. Pfiou, disparu. Ah ouais, quand même, dit Camille. L'alcool te fait de drôles d'effets. Je trouve que c'est une très bonne idée, s'exclame Anne. Est-ce qu'on peut mettre des personnes? À tour de rôle, les trois femmes s'appliquent à rédiger leur liste. C'est Marie qui s'y colle, la première. Ce qui ne me manque pas, par Marie. Les ronflements de Rodolphe, le générique du JT, les scandales de Josette Lanus devant le portail, les SMS de promotion, surtout ceux de Darty, ma robe de chambre verte. Ma robe de chambre verte. Le robinet du lavabo qui fuit, la compagnie de la télé, étendre les chaussettes, mes anciens cheveux, la sonnerie du portable de Rodolphe, mon beau-frère, les insomnies, les dimanches soirs quand les filles repartent, la haie de sapin pour seul horizon, les journées qui se ressemblent, la solitude. Puis elle passe solennellement le relais à Anne, qui a le réflexe de cacher ce qu'elle écrit avec son bras, comme à l'école. Ce qui ne me manque pas, par Anne. Le silence dans l'appartement, l'angoisse dans le métro, changer la litière, la pollution, les steaks bouillis de la cantine, les rhumatismes dus à l'humidité, les sursauts au moindre bruit dans l'escalier, le froid dans le lit, l'attendre, la cheminée qui cache la tour Eiffel face à la fenêtre du salon, le regard insistant de Jean-Marc, la solitude. Une fois sa liste terminée,
Elle attrape la bouteille et verse les dernières gouttes de champagne dans sa coupe. Ah tiens, je me marie avant la fin de l'année. Quelle connerie. Allez, à toi Camille. Camille prend le stylo qu'Anne lui tend et retranscrit rapidement les idées qu'elle a mentalement listées. Ce qui ne me manque pas, par Camille. Le café du boulot, sauf le double sucre. La pression des objectifs. Mon boss, la balance, les embouteillages, les plats cuisinés réchauffés au micro-ondes, les allusions graveleuses du gardien d'immeuble, scruter le Facebook d'Arnaud, les remarques sur mon poids, les orgasmes de la voisine du dessous, les cauchemars, la solitude. Elles ont toutes les trois écrit la solitude. Elle repose le stylo et arrache la page. Voilà, j'ai terminé. On fait quoi maintenant? Marie attrape le briquet posé sur la table. Maintenant, on va brûler nos listes. J'ai d'abord pensé à les jeter dans l'eau, mais on va éviter de polluer. Vous êtes prête? Attends, s'écrie Camille. Faudrait qu'on dise quelque chose, comme une incantation, non? Ah oui, bonne idée. Vous pensez à quelque chose? Anne réfléchit quelques secondes. Il y a une formule anglaise que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle correspond bien à ce qu'on vit en ce moment. Today is the first day of the rest of my life. C'est le titre du livre. J'adore, répond Marie. En français, c'est presque le titre d'un film que j'adore. Elle pense au film Le dernier jour du reste de ta vie. Les trois femmes joignent leurs papiers, les roulent, puis y mettent le feu avant de les lâcher au-dessus de l'océan. Pendant que les choses qu'elles ne regrettent pas volent en fumée, elles récitent en chœur leur mantra. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Fin du chapitre. Chapitre 39. C'est la Saint-Valentin. Seul un coup d'œil au calendrier permet de le savoir. La croisière ayant banni tout signe ostentatoire. Pas de cœur collé sur les vitres, pas de soirée spéciale, pas de slow diffusé dans les haut-parleurs. Les passagers ont laissé leur romantisme à quai et comptent bien ne pas le croiser sur le pont. Le paquebot est amarré en plein centre d'Auckland. Pas besoin de taxi ou de bus. La ville est à portée de pied. Sur le quai, Anne embrasse ses amis. À ce soir les filles, passez une bonne journée. Toi aussi profite bien de ta cousine. Tu as son adresse? Demande Marie. Oui, oui, elle me l'a envoyée. Je suis tellement pressé de la voir. 2 ans que je ne l'ai pas vue. On a du temps à rattraper. Marie-Camille et leur short en jean passent la matinée à arpenter les rues de la ville néo-zélandaise. Le mois de février équivaut là-bas à celui d'août en France. Il y règne un air de vacances d'été. Les planches surfent, les sandales claquent, le vent siffle dans les mâts, les plages grouillent, le soleil brûle, les glaces fondent, les robes volent, les peaux brunissent, les gens paraissent. Les DVD ne mentaient pas. C'est une ville agréable, peuplée de gens qui ne le sont pas moins. Elles sont en train de manger une glace devant une boutique consacrée aux All Blacks lorsqu'un homme les accoste. Plus précisément, il accoste Camille. En anglais, il lui propose de lui faire visiter sa ville. Bordel, j'ai rarement vu un mec aussi beau, glisse-t-elle à Marie. Je confirme, il est canon. Va avec lui, je continue toute seule. Camille fixe le beau brun, affiche son sourire le plus énigmatique et lui dit non de la tête en lui disant oui des yeux. T'es sûr? Demande-t-elle à Marie. Oh mon Dieu, regarde-moi cette bouche. Allez, file, on se rejoint ce soir. Marie les regarde s'éloigner, tous les deux, en se demandant par quoi elle va poursuivre sa visite. Quand elle se retourne, ses yeux s'arrêtent sur l'immense tour qui domine la ville. Ce sera la Sky Tower. Hop. À peine quelques secondes sont nécessaires à l'ascenseur pour atteindre le sommet. En haut, à plus de 300 mètres, le spectacle est étourdissant. À travers les vitres qui entourent l'observatoire, s'étale l'océan, le ciel, la ville, le soleil. Heureusement qu'Anne n'est pas là. Marie est en train de sourire en pensant à son amie lorsqu'une voix familière la surprend. C'est magnifique, dit Loïc. On domine le monde. Elle ne l'avait pas vu, il est partout celui-là. Tout va bien, Marie? Très bien, répond-elle sèchement. Tu as eu ma lettre? Je l'ai eue. Je voudrais apprécier la vue tranquillement, s'il te plaît. Loïc hausse les sourcils et garde le silence quelques minutes,
Puis il revient à la charge. J'ai fait quelque chose de mal? Pas du tout. Je te trouve distante, je me trompe? Marie continue de fixer l'horizon. Je ne suis pas du tout distante, tout va très bien. Donc tu acceptes de déjeuner avec moi ce midi? Non. Il sourit. Alors il y a quelque chose, et je suis têtue, je ne lâcherai pas. Elle se tourne vers lui et soupire. Tu me veux quoi au juste? Comment ça? Tu joues à quoi? Un coup t'es hyper sympa, on se raconte nos vies, on passe un bon moment, et la fois d'après, t'es glacial. Tu joues à quoi? Dit-elle en haussant le ton. Plusieurs visiteurs les regardent. Loïc a l'air étonné. Je comprends rien à ce que tu dis. Ouais, je vais te dire la vérité. Je me demande même si le coup du veuf éploré n'est pas une arme de séduction massive. Je t'ai entendu chez l'italienne l'autre soir, ça a l'air de bien marcher. Bonne journée, Payne, merci. Salut, Ayette. Il écarquille les yeux, puis éclate des rires. Marie regrette déjà ce qu'elle vient de dire. D'accord, tu es complètement cinglé. Alors, d'abord, je ne cherche à séduire personne, je suis vraiment veuf, et ce n'est pas un jeu. Je suis désolé si je t'ai donné l'impression de chercher à te mettre dans mon lit, mais je me suis juste senti bien avec toi l'autre soir, comme avec une amie. Rien de plus. Le reste du temps, je ne suis pas froid, je suis réservé. C'est ma nature, j'y travaille. Non mais tu n'as pas à te justifier, je n'aurais pas dû te dire ça. Ensuite, poursuit-il, si j'étais dans la cabine de Francesca, c'est parce qu'elle est sans cesse en train de me demander des services et que je n'ose pas refuser. Ce soir, elle voulait que je relise le guide qu'elle est en train d'écrire sur la croisière pour avoir mon avis. Marie secoue la tête. Je suis désolé, t'as raison. Je suis complètement cinglé. Ça doit être la fin. Tu n'as pas parlé d'un déjeuner? Alléluia, allez viens, on y va avant que tu me mordes. Allons-y, répond Marie en se dirigeant vers l'ascenseur. Alors comme ça, ma voisine de cabine écrit des guides touristiques. Ah, donc je pense que la voisine c'était la balance de l'autre jour. Et je pense que Marie faisait des suppositions sur Loïc et elle se trompait. Salut Fortuna, salut Cari Cari. Chapitre 40. Il est près de minuit lorsque Marie et Loïc regagnent le paquebot. J'ai passé une super journée, dit-elle. Moi aussi, on pourrait se faire une petite balade sur le pont supérieur pour la prolonger un peu? Bonne idée. La journée a été épuisante, mais Marie n'a pas envie qu'elle se termine. Depuis ce matin, ils ont mangé un sandwich sur le banc d'un parc, arpenté la ville, rencontré une colonie de footbassants, en ont pris plein les yeux à Wayheck Island, sont allés dîner et se sont racontés un peu d'eux. Comme lors du premier soir, ils se sont sentis vite à l'aise, et entre eux, deux conversations sur la cuisine ou la musique, ils se sont livrés quelques souvenirs, leurs envies, leurs espoirs. À mots couverts, ils ont évoqué leur bonheur et leur douleur, naturellement. Salut Solaris, salut tout le monde. Le pont supérieur est désert. Leurs pas s'étirent lentement sur les lames de bois. Sur les lames de bois. Et donc, tu es né en Bretagne? Demande Marie. À Morlaix, et j'y vis toujours, à 10 minutes de l'océan. J'en ai besoin, je suis incapable de m'en éloigner. Je comprends, je suis en train d'y prendre goût. C'est apaisant et énergisant à la fois. Ça me manquera beaucoup quand la croisière sera terminée. Loïc observe Marie. Tu m'étonnes, c'est comme si... Merde, voilà Francesca. De l'autre côté du pont, le téléphone à l'oreille, et faisant de grands gestes, Francesca avance dans leur direction. Loïc attrape Marie par la taille et l'entraîne derrière un canot de sauvetage rangé contre la paroi. Une fois accroupis, serrés l'un contre l'autre pour qu'aucun membre ne dépasse, ils réalisent qu'ils sont vraiment à l'étroit. Le cœur de Marie bat dans son cou, sans doute l'excitation de se cacher comme une gosse. La voix de l'italienne est de plus en plus nette, ses pas se rapprochent. Des rires montent dans la gorge de Marie, elle fait son possible pour les contenir. Loïc est dans le même état, son visage est enfoui dans le cou de Marie. Elle sent ses mâchoires se contracter. Ses mains qui la maintiennent contre lui tremblent. Ils ont 10 ans. Il va se passer des choses. Francesca arrive à leur hauteur. Marie et Loïc retiennent leur respiration. Elle ne ralentit pas en passant devant le canot et, concentrée sur sa discussion, continue sa marche de l'autre côté.
Leurs muscles se détendent, le rythme cardiaque de Marie reprend une allure normale, comme le souffle de Loïc. Son souffle chaud sur sa nuque. L'excitation passée, ils prennent conscience de leur position. Loïc est derrière Marie, pressé contre son dos. Ses mains enserrent sa taille. Sa joue est collée à son oreille. Son bassin est contre ses fesses. Il ne parle plus. L'envie de rire est partie. Il ne bouge pas. La respiration de Loïc s'accélère de nouveau. Marie la sent sur elle. Un frisson recouvre sa peau. Elle ferme les yeux et penche la tête sur le côté pour lui tendre son cou. Lentement, il approche ses lèvres, effleure sa peau, les presse plus fort. Puis il relève la tête brusquement et se racle la gorge. Bon, je crois qu'elle ne nous a pas vus, dit-il en se dégageant de la cachette. Marie n'ose pas le regarder dans les yeux. Je le crois aussi, on a eu chaud. La promenade se termine rapidement autour de réflexions sur la température et le nombre d'étoiles. Ils viennent de rater une occasion de s'embrasser. Dans sa cabine, Marie se laisse tomber sur son lit. N'importe quoi. Elle vient de quitter son mari, jure partout qu'on ne l'y reprendra plus, et hop, une petite respiration dans le cou, et elle est prête à tomber dans les bras du premier venu. Qu'est-ce qui lui prend? D'accord, elle a passé une bonne journée. Loïc n'est pas vraiment repoussant. Ils étaient dans une position qui appelle le rapprochement, et son corps lui a envoyé des signaux évidents. Mais quand même, elle est plutôt du genre à tout avoir sous contrôle, pas à le perdre. Ça ne se reproduira pas, c'est certain. L'océan a décidément de drôles d'effets. Elle ne s'autorise plus à tomber amoureuse. Chapitre 41. Marie et Anne ont traîné Camille à la soirée cabaret. Ce genre de spectacle, ce n'est pas pour elle. Voir des gens faire des cabrioles ou avaler des épées lui donne envie, au mieux, de dormir, au pire, de mourir dans d'atroces souffrances. La promesse d'acrobate au torse dessiné a fini par la convaincre. Assise autour d'une plateau de fruits de mer, les trois amis regardent le ventriloque qui entre sur scène. Camille pouffe. Sans déconner les filles, vous allez pas me dire. Moi j'aime bien, répond Anne en attrapant une huître. Ils sont très doués. T'as raison. Depuis quand faut être doué pour mettre le bras dans le cul d'un singe en peluche? Marie se met à rire. T'es complètement barge, qu'est-ce qu'on s'ennuierait sans toi? Camille sourit et fière et lève fièrement le menton. C'est pour ça que vous avez insisté pour que je vienne, avouez. Je commence à vous connaître, bande de petites arnaqueuses. Bon, vous avez bien fait. Les fruits de mer déchirent. Camille est en train de sucer goulûment la tête d'une crevette lorsque le projecteur s'arrête sur elle. Le ventriloque a terminé son numéro et a cédé la place à un moustachu uniquement vêtu d'un pantalon de cuir à franges. Elle lève la tête et voit une grande blonde en juste au corps doré avancer vers elle en lui tendant la main. Quoi, qu'est-ce qu'elle me veut? Je crois qu'il faut que tu la suives, dit Anne en gloussant. Hors de question, j'ai pas envie de chanter. Non merci. Marie observe les techniciens qui s'affairent sur la scène. Je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas que ce soit pour chanter. Camille tourne la tête vers l'estrade. Un plateau est en train d'être installé à la verticale, à quelques mètres de l'homme à moustache. Sous l'influence du présentateur, les spectateurs tapent dans leurs mains pour encourager la jeune femme. Elle secoue la tête. Déconnez pas, c'est un lanceur de couteaux. La blonde au juste au corps lui attrape la main et l'entraîne sans lui laisser le choix. Camille la suit de mauvaise grâce sous les rires de Marie et Anne. Quelques minutes plus tard, attachée en croix sur le plateau, elle retient son souffle en attendant le premier couteau. Si elle survit, les filles le lui paieront. Le moustachu se concentre, l'arme dans la main. Les franges de son pantalon tremblent. Ou alors ce sont ses yeux à elle. Il lève le bras, fait mine de lancer le couteau. Faux départ. Le sadique. La seconde fois est la bonne. La lame s'envole vers elle. Elle ferme les yeux, ouvre la bouche et... Non, elle ouvre les yeux, elle est vivante. Le couteau est à côté de sa tête. La salle rit. Elle aurait dû faire pipi avant. Je crois qu'elle a fait pipi dans sa culotte. You are Muslim, non. D'ailleurs, je bois, même si c'est Ramadan. Après avoir hurlé des mots de plus en plus grossiers à chaque couteau,
Camille est revenue à sa place. Le dessert est entamé lorsque le dernier numéro est annoncé. Une magicienne s'installe sur scène aux côtés d'une grande caisse noire. Marie applaudit. Oh, c'est le tour où il découpe une personne en plusieurs morceaux. J'adore. Je préviens, si la blonde en juste au corps revient me chercher, je la découpe en morceaux pour de vrai, dit Camille. Le projecteur s'immobilise sur une autre table. L'assistante se dirige vers la lumière et tend la main à une femme. C'est Rose, la râleuse, s'exclame Marie. Rose rechigne quelques secondes, mais les encouragements des spectateurs ne lui laissent pas le choix. À son tour, elle suit la blonde juste au corps, sur la scène. La magicienne l'accueille, lui glisse quelques mots à l'oreille et l'allonge dans la caisse. Le visage de Rose n'a jamais été aussi tendu. Les coutures sont prêtes à lâcher. C'est incroyable, dit Marie en regardant le corps se séparer en deux. Je me suis toujours demandé comment il faisait. Moi je sais, Diane, j'ai un collègue qui donne des spectacles de magie à l'occasion et il m'a donné son truc. Marie secoue la tête. Non, non, je sais qu'il y a un truc, mais je veux pas le connaître. Par contre, je connais le coup de colombe qui sortent de la manche. Tu veux savoir? Non, moi aussi je préfère garder le mystère. Vous êtes mignonnes les filles, dit Camille. À vos âges, vous aimez encore la magie. Comment ça, à vos âges? Demande-t-elle en même temps. En regagnant sa cabine, Marie repense aux paroles de Camille. C'est vrai, elle aime les tours de magie. Elle a toujours aimé ça. Et elle sait pourquoi. Parce que la vie, c'est comme un tour de magie. Quand on est enfant, on ne voit que le devant de la scène. C'est fabuleux, on s'émerveille, on se pose des questions, on a envie d'en savoir plus, et puis on grandit. Peu à peu, les coulisses se dévoilent. On réalise que c'est compliqué, c'est moins joli, c'est même parfois moche, on est déçu, mais on continue quand même à s'émerveiller. Merci de m'envoyer plein de cœurs, c'est gentil. Chapitre 42. Bravo, merci. Marie a 40 ans. Pour l'occasion, Anne et Camille lui ont organisé une journée de plaisir absolu. C'est complètement détendu après un gommage au thé vert, un modelage californien et un soin relaxant du visage qu'elle rejoint ses amis. Chez Fernand, le restaurant gastronomique du paquebot. À ton anniversaire, lance Camille en levant sa coupe de champagne. À ton anniversaire, limite Anne. T'es contente d'avoir parlé à tes filles? Tu peux pas savoir à quel point. C'est mon plus beau cadeau. Ce matin, Anne a prêté son téléphone à Marie pour qu'elle appelle les jumelles. C'était bon de les entendre. Elles parlaient en même temps, posaient des tas de questions, lui ordonnaient de profiter. Elle les écoutait en fermant les yeux, les imaginait autour du téléphone, chacune poussant l'autre pour être plus près du haut-parleur. Justine a un copain, a lancé Lily en riant. Arrête ou je lui dis que t'as loupé ton code. Bon, maman, raconte-nous des trucs. Tu fais quoi? Elle leur a raconté le vol en parapente, sa nouvelle coiffure, Anne et Camille, la vie à bord, son balcon, la grippe, les dauphins. Elle les a écoutés parler de leurs études, de leurs copines, de leurs profs. Justine a adopté un chat. Elle l'a appelé Malo. Parce que chat Malo. Lily a une nouvelle colocataire. Elle est sympa, mais elle écoute Justin Bieber. Ses grandes filles vont bien. Derrière, elle a entendu Rodolphe. C'est dimanche, elle n'avait pas réalisé. Elle a eu peur qu'il demande à lui parler, mais non. Au lieu de cela, il a ri exagérément fort plusieurs fois. Les filles ont eu l'air gênées, ont dit à leur mère qu'elle leur manquait. Elle leur a dit «Je vous aime» et elle est brusquement revenue à l'autre bout du monde. Camille tord la bouche. J'hésite entre le canard et le riz de veau. Alors les filles, comment ça s'est passé hier? Elles se sont à peine croisées depuis Auckland. Elles ont des choses à se raconter. C'était une belle journée en famille, répond Anne. Anne qui en a profité d'être à Auckland pour voir sa cousine. Faustine est sa cousine, mais elles ont été élevées comme des sœurs. Toutes deux filles uniques, leur maison côte à côte. Elles passaient tout leur temps libre ensemble, chez l'une ou chez l'autre. Faustine a quitté la France pour suivre son mari en Nouvelle-Zélande il y a 10 ans. Ça a été un déchirement, mais elles s'appellent aussi souvent que possible. Elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre en pleurant.
puis ont passé la journée dans l'appartement du 22e étage de Faustine. Anne ne s'est pas approchée du balcon. C'est sur le canapé qu'elles se sont racontées toutes les petites choses de la vie quotidienne. Ce qu'elles s'étaient déjà dit par téléphone, mais qui n'a pas la même saveur en face à face. Elles ont parlé des enfants, de sa cousine, qui sont grands maintenant. L'aîné va être papa, ça ne les rajeunit pas. Elles ont parlé de Jacques, son mari qui sera bientôt à la retraite. Ils reviendront sans doute en France. Le pays leur plaît, mais les enfants leur manquent. Elles ont parlé de Dominique. Il va revenir, c'est sûr, a dit Faustine. Elle ne connaît pas de couple plus amoureux. Elle les a souvent enviés. C'est une crise, ça va passer. J'espère qu'elle a raison, dit-elle en attaquant son risotto. Parce que j'ai beau essayer, je n'arrive pas à tourner la page. Je serais incapable de refaire ma vie. D'ailleurs, je déteste cette expression. Comme si on pouvait refaire sa vie, comme on refait un nez. Marie lui caresse l'épaule. Ça va aller, j'en suis sûre. Moi aussi je pense qu'il va revenir, dit Camille. Je pense que l'amour, le vrai, ne meurt jamais. Les deux autres la regardent avec étonnement. Qui êtes-vous lui demande Marie. Qu'avez-vous fait de notre ami? Tu as pris de la drogue demande Anne. Camille se met à rire. Elle n'a pas pris de drogue. Elle a juste passé une journée et une nuit avec William. Elle fait défiler les photos de Louis sous les yeux de ses amis. William attablé derrière un dessert. William torse nu. Un selfie de William et Camille devant le coucher de soleil. William en train de dormir. Ses autres conquêtes avaient droit à un cliché. Il apparaît sur une dizaine. Elle a même filmé en train de faire un haka et ne lâche pas l'écran des yeux en diffusant la vidéo. Camille a toujours rangé le coup de foudre au rayon des légendes, avec le Père Noël et la petite souris. Si elle y croyait, elle penserait avoir été touchée. Avec lui, tout a été facile. L'écouter parler de lui parler d'elle, le regarder, se laisser aller. C'est comme si j'étais à ma place. C'était bien, j'avais envie que ça dure toujours. Marie et Anne ont arrêté de manger et la fixent avec un sourire niais. Camille ferme la galerie de son téléphone et le range dans son soutien-gorge. Elle ne doit pas s'emballer. Ce mec l'a très certainement déjà oublié. Elle fera bientôt la même chose. C'était bien, mais elle n'a pas prévu de s'amouracher de l'une de ses conquêtes. Alors à la prochaine escale, elle effacera ses baisers avec ceux d'un autre. Et toi alors, Marie, t'as fait quoi? Marie raconte. La vue depuis la Sky Tower, les fous de Bassan, la journée avec Loïc, leur explication, Francesca, le dîner, la promenade sur le pont, le canot de sauvetage, les frissons. Mais dis donc, elle se dévergonde de notre Marie, dit Anne. Et alors, il en a une grosse demande Camille. Ah, Camille a réintégré son corps, répond Marie en riant. Calmez-vous les filles, vous savez que je ne veux pas retomber amoureuse. Camille mord dans un bout de pain. Ouais, mais ça, c'est pas toi qui décide. En regagnant sa cabine après cette journée parfaite, Marie marche sur une feuille posée sur le sol. Elle sourit en la ramassant. Elle a encore une lettre de Loïc. Marie, après nos discussions d'hier, je repensais à cette chanson. Je trouve qu'elle correspond bien à ce que tu es. On pourrait écrire nos vies en Jean-Jacques Goldman. Je te souhaite un bel anniversaire, Loïc. Et il lui a remis les paroles d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, que je vais lire. Elle attend que le monde change, elle attend que changent les temps, elle attend que ce monde étrange se perde et que tournent les vents. Inexorablement, elle attend. Elle attend que l'horizon bouge, elle attend que changent les gens. Elle attend comme un coup de foudre le règne des anges innocents. Inexorablement, elle attend. Elle attend que la grande roue tourne, tourne les aiguilles du temps. Elle attend sans se résoudre. En frottant ses couverts en argent, inexorablement, elle attend. Et elle regarde des images et lit des histoires d'avant, d'honneur et de grands équipages, où les bons sont habillés de blanc, et elle s'invente des voyages, entre un fauteuil et un divan, d'eau de rose et de passion sage, aussi pur que ces vieux romans, aussi grand que celui qu'elle attend. Marie a la tête qui tourne, le vin, ses paroles qui lui collent à la peau, le trouble de constater qu'il a encore visé juste. Elle se sent nue face à lui, et ça ne la dérange pas. Elle s'installe à son bureau, attrape le carnet et un stylo, et se met à écrire à son tour. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Marie tombe amoureuse de Loïc. Bon, je lis un dernier chapitre, et on
On arrêtera. Chapitre 43. Comme si on ne se tapait pas assez de bateaux. Vous êtes complètement maso. Camille râle en suivant Marie et Anne. À Sydney, un bateau à roues à aube propose des dîners croisières dans la baie. Marie avait vu un reportage sur ce restaurant flottant et tenait absolument à y manger. Elle n'est pas la seule. Toutes les tables sont prises. Une serveuse les guide jusqu'à la leur. Plusieurs têtes connues s'y trouvent déjà. Rose, la mamie râleuse, Marianne et Georges, les inséparables. Milou, l'amoureux transi de Camille, qui s'appelle en réalité Yanis, et Angélique, la petite blonde timide. D'un regard, les trois amis se mettent d'accord. Ce dîner sera l'occasion d'aider les deux jeunes gens à se rapprocher. De l'autre côté des vitres, le célèbre opéra se reflète dans l'eau sombre. La ville scintille et le Harbour Bridge enjambe la baie. À l'intérieur, un groupe de musiciens aborigènes joue des morceaux traditionnels avec des instruments étranges. C'est fantastique, dit Marie. Oui, c'est ce qui paraît. Marianne acquiesce. C'est pour voir ce genre de spectacle que je suis heureuse d'être encore en vie. Eh bien moi, je préférerais être morte, réplique Rose en grimaçant. Ce bruit est insupportable. Ce ne sont pas des instruments de musique, mais des instruments de torture. Yanis avale une gorgée de vin et repose son verre. Ce sont des didgeridoo, des instruments ancestraux. Ils existent depuis 20 000 ans. Ça ne les rend pas moins affreux. J'aurais dû prévoir des bouchons. Dis donc, Yanis, vous avez l'air d'avoir beaucoup de culture, intervient Anne. Vous ne trouvez pas, Angélique? La jeune fille rougit et plonge les yeux dans son assiette. Yanis poursuit en fixant Camille. Je suis passionné de musique, et surtout, j'aime me cultiver. Je suis peut-être jeune, mais je connais beaucoup de choses, plus que beaucoup d'hommes plus âgés. Camille comprend le message. Il est coriace, le Milou. Hors de question de capituler. C'est sûr, tu dois connaître un paquet de choses sur Winnie l'ourson. Bourriquet va bien? Angélique, demande Marie, tu es étudiante en musicologie, non? Si. Ah ben voilà, ajoute Anne, c'est un gros point commun. Ça, vous êtes tous les deux passionnés de musique. Le hasard fait bien les choses. Marianne tend un bras et ferme les yeux. L'amour, c'est l'art d'accorder ses instruments, déclame-t-elle. Les passions communes sont indispensables à l'unité d'un couple, vous savez. Marie, Anne et Camille se mettent à rire. Leur manège n'a visiblement échappé à personne. Angélique se penche vers Yanis et lui murmure quelque chose. Rose souffle. Bon, on a compris. Cette musique est merveilleuse. On va y passer le dîner? Georges se tapote les lèvres avec sa serviette, la plie lentement et la pose à côté de son assiette. De quoi souhaitez-vous donc que nous parlions, chère madame? Des vitres sales, de l'accent horrible, du serveur de la ménopause? Ouh. Alors, je crois que j'ai prévu de faire une vidéo sur ouh. Le troisième que tu cites n'existe pas. Ou avec un accent, c'est un adverbe de lieu. Et ou sans accent, c'est une conjonction de coordination qui marque un choix. Bonjour, cancer. Diallo, bonjour prof, moi j'ai vu d'apprendre le français. Tu as envie d'apprendre le français? Ou pour un lieu et l'autre ou pour un choix. Merci, Ayette. Au dessert, Angélique et Yanis quittent la table ensemble pour admirer la vue depuis l'extérieur. Camille applaudit en silence. Je pense qu'on a réussi. Vous nous expliquez? Demande Marianne. J'ai compris que vous vouliez les pousser dans les bras l'un de l'autre, mais pour quelle raison? Parce qu'il me suit partout et que je n'en peux plus, répond Camille. Faut lui trouver un autre Tintin. Rose grogne. Vous savez que les couples sont interdits, je suppose. Marianne attrape la main de Georges sous la table. Bien sûr, vous avez raison. Ce serait un scandale qu'un couple se forme. Un vrai scandale, répète Georges. La première chose que fait Marie en ouvrant la porte de sa cabine, c'est de chercher l'enveloppe qui doit l'attendre au sol. C'est devenu un rituel. Elle n'a pas vu Loïc depuis Auckland, mais chaque soir, à tour de rôle, il se glisse des paroles de chansons de Goldman sous la porte. Un soir sur deux, elle réfléchit à ce qu'elle va écrire. Puisque tu pars.
qui la touche particulièrement depuis que ses filles ont quitté le nid, il changeait la vie, celle qui lui est venue lorsque Loïc lui a parlé de son père cordonnier. La première qu'elle a glissée sous sa porte, c'est confidentiel. Elle a hésité par peur de le secouer, mais elle n'a pas regretté. Le lendemain, il lui répondait que c'était celle qu'il écoutait le plus depuis la mort de sa femme. Il était touché que Marie l'ait compris. Elle a pris goût à ces échanges épistolaires qui leur permettent de se découvrir sans trop en dire. L'enveloppe est là, elle la ramasse et l'ouvre sans attendre. Donc les deux qui vont bientôt tomber amoureux s'envoient des lettres qui reprennent des chansons de Jean-Jacques Goldman. Voici une chanson de Jean-Jacques Goldman. Je suis sûr que celle-ci t'évoque beaucoup de souvenirs, elle me fait penser à la Marie d'avant, celle que tu m'as décrite. Sauf que tu en as changé la fin, je te souhaite une douce nuit. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Levée sans réveil, avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repassée, poussière, il y a toujours à faire. Repas solitaire, en point de repère. La maison si nette qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas, les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi, d'hiver en automne, ni fièvre ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse à scandale la vie des autres qui s'étale, mais finalement, de moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux les pigeons. Des crèmes et des bains qui font la peau douce, mais ça fait bien loin que personne ne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Et jour après jour, l'oubli de l'amour, ses rêves et désirs, si sage et possible, sans cri, sans délire, sans inadmissible, sur 10 ou 20 pages, des photos banales, bilan sans mystère, d'années sans lumière. Encore dans le mille. Qu'est-ce qu'elle a pu l'écouter, celle-là, en se demandant comment faire pour vivre sa vie, plutôt que de la rêver. Faudra pas que ça devienne troublant, cette histoire. Fin du chapitre. Et fin du live pour ce matin. Il y aura peut-être un autre live ce soir. On ne sait jamais. En tout cas, merci d'avoir été là. Voilà, voilà. Merci, prof. Je t'en prie, Ayette. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vais mettre fin au live. Hop. Je sais pas si ce soir je ferai un autre live, mais c'est possible. Merci Marie-Céline. Ok, Wally. Je vais réécouter Goldman, j'ai dû louper quelques trucs. J'aime bien Goldman, moi. Des bonnes chansons. Allez, je vous montre ma collection de bisounours. Et puis je vous dis à la prochaine. Je te renvoie vers Nilda Fernandez. Alors, je ne connais pas. Je vais taper son nom. Auteur, compositeur, interprète. Mes yeux dans ton regard. Écoutons. Alors, nous écoutons Nilda Fernandez. Salut Tina et Awenza. Super mignon. Ok. Nilda Fernandez. Chanson de 91. Allez. Donc ça, je vous présente Le Gros Vénard.
C'est le bisounours qui porte chance avec son trèfle à 4 feuilles. Lui, je sais pas comment il s'appelle, avec son étoile. Et j'ai la grosse peluche qui est dans la chambre, qui s'appelle Love a Lot. Bonjour professeur, j'aimerais savoir quel est le sentiment de respect et crainte mélangée. Je ne sais pas. Respect et crainte mélangée? Je sais pas. T'es sûr qu'il y a un mot pour ça? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas de mots qui me viennent. Non, je ne vois pas. Bien, allez. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Bismi Allah dès que tu te réveilles. Ok. Allez. Je vous embrasse. À bientôt. À la prochaine. Merci encore. Et bon appétit.